Commencer donc, donc l'objectif de la session de ce midi, donc on a légèrement décalé l'horaire, hein. L'idée, c'est peut-être 13h-14h, c'est peut-être un horaire qui convenait un peu plus à la plupart d'entre vous, mais l'objectif, c'est surtout d'enregistrer la vidéo et de la mettre à disposition sur YouTube, de manière à ce que vous ayez bien, voilà, une vision et puis surtout une démonstration, en essayant d'aller un maximum dans l'outil pour montrer, les changements, qui sont, assez visuels et qui sont assez nombreux sur la 4.19 qui est une version qu'on a sortie il y a 1 ou 2 mois à peu près et qui est assez chargée. Enfin, il y a pas mal de petites fonctionnalités et c'est l'occasion aussi de revenir sur, les fonctionnalités, clés de Cerberus et les capacités de l'outil. Alors, voilà, petite, un petit rappel, hein, donc on est tous sur la conf, hein. Il y a moi-même, Benoît, il y a un deuxième Benoît dans l'histoire aussi dans la conf et puis Antoine, qui est disponible sur la conf. Un petit rappel rapide aussi sur le fait que c'est un outil full open source, hein, disponible, complètement gratuitement sur, GitHub. Il y a des images Docker, il y a tout ce qu'il faut pour que vous puissiez, voilà, vous approprier l'outil et faire du testing automatisé de manière low code, facilement dans chacune de vos organisations. Un petit slide classique qu'on a l'habitude d'afficher, hein, c'est l'intérêt de l'automatisation et de la non-régression pour accélérer, voilà, notre cycle de déploiement avec, un Cerberus qui va se positionner, dans, l'administration et l'accélération de l'administration et de la création des cas de test, et de leur gestion et leur, maintenance, mais aussi qui va permettre, d'accélérer les exécutions avec beaucoup de parallélismes qui sont opérés dans Cerberus et toute une couche de reporting qui permet de, voilà, d'opérer, de maintenir et de suivre un peu, la qualité de ces campagnes, sur la durée. La petite chaîne YouTube sur lequel on poussera la vidéo que vous puissiez consulter comme les précédentes. Alors on va rentrer dans le détail du changelog de la 4.19. On commence comme d'habitude par les nouvelles fonctionnalités de l'outil. On fera un petit passage rapide sur les bugs fixes, qu'il y a eu quelques bugs fixes qui sont passés sur cette release-là. Et puis les points d'attention au moment de la montée de version, pour que vous ne soyez pas surpris de certaines évolutions qui pourraient, voilà, vous étonner au moment de la montée de version, même si on s'assure pour que ça soit relativement transparent pour, à chaque montée de version. Alors, les nouvelles fonctionnalités, on va commencer par toute la partie liée à la gestion de queue et la gestion de dépendance entre les différents cas de test. Donc vous savez que déjà dans Cerberus, on a la possibilité de définir sur chaque cas de test des liens entre chacun des cas de test, qui permet de forcer une séquence particulière de lancement de cas de test. Et du coup, traiter des cas d'usage du style, je fais un premier cas de test dans un environnement web, j'enchaîne avec un deuxième cas de test dans un environnement mobile, pourquoi pas le troisième en mode API et le quatrième revient sur une partie web. Donc ça permet de faire des cinématiques complètes multi-techno et quand même suffisamment découpées pour que la compréhension de la campagne soit correcte. On a fait pas mal d'améliorations sur ce point-là. Alors notamment, on a introduit la possibilité de faire de définir une temporisation en minutes entre deux lancements de cas de test. Donc ça permet pour les systèmes qui nécessitent des passages de batch qui peuvent durer voilà, plusieurs heures entre deux cas de test, de pouvoir se configurer directement dans l'outil. Donc il suffit de positionner sur le deuxième cas de test, en plus de la dépendance, un laps de temps en minutes additionnel que Cerberus va déclencher. Ça, c'est la première fonctionnalité. La deuxième, c'est que il y avait un petit irritant qui faisait que quand on lançait une campagne avec des cas de test qui étaient en dépendance de cas de test qui ne faisaient pas partie de la campagne, ça bloquait l'exécution du cas de test. Donc là, on a rajouté un peu plus d'intelligence dans l'outil qui fait que si la dépendance n'existe pas dans le périmètre de la campagne, eh ben, elle sera juste ignorée et ça va quand même libérer les cas de test. Ça introduit plus de flexibilité du coup dans la définition de vos campagnes
et éviter d'avoir trop de contraintes sur la gestion des dépendances. Alors, on va illustrer ça par un petit exemple. Alors, j'ai fait une campagne qui, du coup, illustre un peu tous ces systèmes de dépendance. Ce que je vais faire, c'est que sur cette campagne, je vais la resoumettre. Comme ça, on verra les dépendances se déclencher automatiquement. Donc là, je viens de la lancer. Donc les premiers cas de tests qui sont exécutés, donc c'est celui-là. Et ici, j'ai ce cas de test-là qui va du coup attendre le précédent cas de test. Donc si je vais sur cette exécution-là, je vois ici la liste des dépendances qui sont en attente. Et là, on voit que ce cas de test-là, il attend la fin d'un précédente exécution de cas de test qui a été libérée. Elle a été libérée exactement à 13h07. Et on voit que ce cas de test, malgré tout, il attend une deuxième dépendance, là qui est de type timing. La première était, on attendait un événement de fin d'exécution. Là, on attend un timing et on attend l'heure précise, 13h08, pour pouvoir libérer la suite. Et donc, on va voir que ce cas de test, qui est celui-là, ici, il reste en dépendance. Il est toujours en train d'attendre la queue. L'avantage, c'est qu'il va pas, comme il va pas suspendre l'exécution, il va permettre à d'autres cas de test de continuer à s'exécuter pendant qu'il attend le cas de test sans bloquer finalement un slot d'exécution dans Cerberus et sans monopoliser un robot pendant toute la durée d'attente. Donc là, c'est Cerberus qui va libérer automatiquement le cas de test une fois qu'on aura passé le timing correspondant. Et la deuxième fonctionnalité, c'est celle-là. Donc là, en l'occurrence, c'est ce cas de test-là qui, lui, attend une dépendance qui n'existe pas. Donc si je vais dans le détail de l'exécution, donc là, l'exécution a été libérée. Là, on voit la manière dont ça apparaît. Donc on voit que dans la liste des dépendances du cas de test correspondant, finalement, le lien a été complètement ignoré avec un petit message qui stipule que ce cas de test-là ne faisait pas partie de la campagne, donc il a été automatiquement ignoré dans la dépendance et le cas de test s'est lancé du coup immédiatement sans rien attendre. Alors si je réfléchis l'exécution de la campagne, donc là on voit que voilà, ma tempo d'1 minute elle est passée, ça a libéré ce cas de test-là qui lui-même a libéré les suivants. Dans les autres améliorations qu'on a fait sur le système de queuing, on a rajouté aussi des options pour conditionner la libération d'un cas de test. Donc si je prends un petit exemple, donc pour rappel, pour définir un lien entre deux cas de test, ça se fait au niveau de l'entête de cas de test sur l'onglet Dependencies. Et c'est ici que je mets la liste de mes dépendances. Et là, on a introduit, donc en complément du délai qu'on vient d'aborder, on a introduit une option qui permet de conditionner aussi la libération. Donc ici, je vais pouvoir dire, je ne libère ce cas de test-là que si le prédécesseur est OK, ou alors quel que soit son statut, même s'il est failed ou KO, je vais quand même libérer la suite. Donc ça permet, dans des cas précis, des fois on veut complètement bloquer l'exécution d'une campagne et être sûr que tout soit bien OK. Et puis dans d'autres cas, on va quand même s'autoriser à lancer la suite, même si les précédents sont remontés KO. Donc là, on a maintenant la possibilité de tuner finalement le comportement en fonction du code retour. Une autre amélioration, qu'on a ajouté, c'est les systèmes de relance. Donc ici, on voit que finalement ma campagne est complètement finie d'exécuter. Dans la précédente version de Cerberus, si je relançais unitairement une de ces exécutions, elle va tout le temps s'appuyer sur les données de la première exécution initiale de la campagne. Là, ce qu'on va être en capacité de faire, donc si je regarde, si j'illustre un peu cette exécution ici, qui dépend de la précédente ici, qui finit par 487. Si je regarde le détail de cette exécution-là, je vois que ses propriétés sont héritées de l'exécution 487. Si je relance uniquement cette exécution-là, donc je vais relancer par le mécanisme classique, je sélectionne l'exécution et je relance l'exécution. Donc là, je vois mon exécution qui a été relancée.
Voilà, donc c'est le numéro d'exécution. Maintenant, le nouveau dernière exécution qui a été faite, c'est la 491. Si je relance la suite ici, je vais relancer également celle-là unitairement. Ici, je vais pouvoir vérifier que je ne suis plus sur la 496, mais j'ai bien été me raccrocher à la dernière exécution qui est la 491. Donc l'intérêt de ça, c'est si j'ai une séquence dans ma campagne relativement lourde, je peux me permettre de relancer unitairement un test puis l'autre, le relancer le premier autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que j'ai le résultat attendu. Et après, le successeur va bien se raccrocher sur ma dernière exécution avec le résultat attendu. Donc ça accélère aussi le cycle d'administration du cas de test pour le configurer parce que je suis pas obligé de relancer l'intégralité de la campagne. Je peux le faire unitairement sur un cas de test en raccrochant sur les bonnes données. Voilà, donc pas mal d'améliorations sur le système de queuing qui, voilà, avec l'objectif de pouvoir l'utiliser de plus en plus et gérer des campagnes de plus en plus de bout en bout de manière assez simple et sans forcément introduire trop de lourdeur sur l'administration. Le deuxième gros chantier qu'on a amélioré dans cette version-là, c'est ce qui concerne beaucoup la partie API. On a fait un premier changement qui est que quand on appelle maintenant un service, si le service est attaché à une application, on va automatiquement générer le endpoint. On va récupérer le bon endpoint de l'application et l'environnement correspondant pour générer l'appel de service. Alors je vais illustrer un petit peu. Si je prends par exemple ce service ici qui est attaché à cette application qui s'appelle GeoGroup, voilà, l'avantage que je vais avoir, c'est que plutôt que de renseigner un endpoint entier, je vais pouvoir me permettre de renseigner uniquement la partie droite du endpoint, comme ça, et le début de l'URL sera hérité de la définition de mon application correspondante. Donc ça permet une administration d'un endpoint par environnement. Ici, je rappelle qu'on peut mettre autant d'environnements qu'on veut, qui sera dynamique. Donc je définis une fois le chemin relatif de mon API. Si je l'ai attaché à la bonne application, je fais l'appel d'API dans un contexte de prod ou de recette. Il pointera sur la bonne URL de l'application correspondante. Donc ça rend pareil l'administration beaucoup plus générique et ça évite de dupliquer les services par environnement. Ça permet de variabiliser les choses proprement. Deuxième fonctionnalité, c'est tout ce qui va concerner la partie simulation. Donc, on a créé ici un bloc en grisé qui permet de faire ce qu'on appelle des simulations d'appel. Donc, quand je suis en train de définir, alors je vais prendre un service ici de type Azure. Quand j'ai créé ici mon service, j'ai possibilité directement dans l'interface, sans devoir passer par la création d'un cas de test, sur mon service, je suis en capacité de faire des appels de test. Donc il suffit voilà, je peux définir mon service, changer la request, vérifier si ça fonctionne bien et en live, sans devoir intégrer ça dans une exécution, pouvoir faire des appels de simulation autant de fois que je veux. Et à chaque fois, j'ai toujours le même mécanisme ici. Ici, je peux configurer finalement la partie contextuelle de mon appel, hein, dire est-ce que j'appelle dans un contexte de dev, de prod, de QA. Je vais spécifier mon environnement. Et je vais pouvoir ici aussi manuellement définir les propriétés qui, voilà, au niveau service n'existent pas encore vu qu'ils seront utilisés dans un contexte de cas de test complet. À ce niveau-là, je vais pouvoir ici en dur forcer la valeur d'une propriété et simuler un appel en fonction de la valeur. Du coup, Cerberus va en live faire l'appel, renvoyer le code retour, donner le temps de réponse du service que je viens d'appeler et puis fournir les informations classiques qu'on retrouve dans l'exécution d'un cas de test qui est la réponse complète du service. Et puis le détail des headers, les timings, enfin toutes les informations un peu détaillées liées au service, en reprenant ici et en affichant aussi également le détail des requests et qui a été opéré pour le système tiers s'il y a du debug à faire correspondant.
Autre amélioration qu'on a fait sur la couche API, c'est toute la partie gestion des autorisations, hein, de la sécurité. Donc, on a rajouté ici un onglet qui permet de renseigner directement le type d'autorisation qu'on va déclencher au niveau de l'appel de l'API. Donc, soit on fait de manière assez classique de l'API key, on va mettre ici la clé et la valeur de l'API key, clé-valeur, et ici en spécifiant si cette API key elle sera transmise dans la query string ou dans les headers HTTP. Ça, c'est du classique, hein, on a repris le standard HTTP. Ici, on peut spécifier si on utilise une autente de type bearer token, on va mettre ici directement le token à cet endroit-là. À noter que toutes les informations token ou password sont évidemment masquées dans l'interface. Donc, on va les saisir une fois et après, elles seront masquées et inaccessibles dans l'interface utilisateur. Et il y a un niveau basic auth où on a juste maintenant à renseigner le user, le mot de passe. Et du coup, c'est Cerberus qui va automatiquement se charger de générer les headers qui vont bien pour gérer automatiquement l'authentification. Donc ça évite de devoir manuellement, comme c'était précédemment nécessaire, devoir gérer les headers en manuel. L'autorisation va être automatiquement, enfin les headers d'autorisation vont être automatiquement créés par Cerberus dans les standards des appels API. Les items suivants, on a pas mal amélioré le système de variables autour des dates. Donc c'est spécifié dans la documentation. On avait quelques variables système qui existaient précédemment pour tout ce qui était gestion des dates. On l'a rendu beaucoup plus générique, de manière à traiter un peu tous les cas d'usage. L'idée, encore une fois, c'est éviter de passer par du code ou du Groovy ou du JS pour générer des variables système. Ici, il y a un mécanisme qui permet maintenant, donc toutes les variables système, il y a 2 zones qui sont à définir pour aller pointer sur pour récupérer une valeur de format date. Le premier va positionner où je me situe dans le temps. Donc, on peut utiliser des mots-clés comme today, yesterday, donc aujourd'hui, hier, demain. On peut aussi décaler par rapport à c'est dans un an, dans un mois, dans une semaine, dans 10 jours, il y a 10 jours, il y a 3 heures. Donc en fait, tous les laps de temps sont faisables de manière assez générique. Donc il suffit d'utiliser les mots-clés et de mettre plus ou moins avec le nombre de minutes ou le nombre d'heures que je veux, sur lequel je veux me déplacer dans le temps. Et une fois que je suis sur le bon horizon de temps, dans la deuxième variable, hein, séparée par un tiret, on va là utiliser les patterns Java classiques pour récupérer la valeur qu'on souhaite. Donc là, on peut récupérer l'année, on peut récupérer le mois, le jour du mois, le jour dans l'année. Enfin, là, c'est pareil, on a pointé, on a mis les liens de documentation Java avec toutes les variables Java. On a repris le standard Java pour du coup sortir ce qu'on souhaitait. Là, j'ai mis 2-3 exemples. Hein. Par exemple, cette variable système-là va retourner le EEE signifie que je vais récupérer le nom du jour. Donc là, en l'occurrence, c'est dimanche. Et je vais récupérer le nom du jour de il y a 13 jours. Là, je vais récupérer M, c'est le nombre de minutes. Donc, je vais récupérer la minute de il y a 3 minutes. Et là, je vais récupérer aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. En l'occurrence, c'est pas 11, c'est 22. On est le 22. Voilà, donc ça permet de gérer un peu tous les cas d'usage parce que c'est souvent quelque chose qu'on veut vouloir faire, générer un format de date assez spécifique. Donc là, on est suffisamment générique et relativement simple pour pouvoir générer tous les cas qu'on souhaite traiter. Nouvelle amélioration qu'on a fait. Alors, on a pas mal de fonctionnalités dans Cerberus pour gérer les fichiers, donc faire des uploads et des downloads de fichiers directement dans les couches robots via les navigateurs. Donc ça, c'était déjà des cas d'usage qu'on gérait. La limitation qu'on avait à date, c'était qu'on était obligé de spécifier une conversion en base 64 du contenu du fichier. Donc ça a été corrigé dans cette version 19. Voilà. Avant, on était obligé de faire ça. Donc, quand on uploadait, en fait, on voulait mettre à disposition côté navigateur un robot, un fichier, pardon,
qu'on allait uploader dans une application. Donc là, l'opération côté Cerberus, c'est une action d'upload de file to robot. Ici, on spécifie l'emplacement du fichier où le fichier sera rendu disponible côté robot. Et historiquement, dans Cerberus, on était obligé de faire ça, c'est-à-dire convertir le fichier en format base64. Donc dans la dernière version, c'est plus nécessaire, donc ça devient ça. Donc l'action reste la même, le nom du fichier reste le même, sauf qu'ici on va pouvoir pointer sur une data lib et il y a une data lib de type fichier. Donc dans la dernière version, il suffit que je crée finalement une data lib de type fichier. Je vais pouvoir ici venir uploader mon fichier si nécessaire. Et du coup, charger mon fichier sur ma data lib. Et une fois que c'est fait, dans mon cas de test, j'ai juste à spécifier. Donc, c'est une variable système classique. Donc, pourcentage data lib, qui est du coup un nouveau mot-clé qu'on peut utiliser dans Cerberus. Ici, le nom de ma data lib, elle s'appelle file1. Et je vais juste spécifier que je veux un base64. Et du coup, c'est Cerberus qui va automatiquement récupérer le fichier, le convertir en base64 et le charger côté robot. Donc ça a deux avantages, c'est que j'ai plus besoin de le faire manuellement. En fait, j'upload mes fichiers directement dans Cerberus et je fais référence aux fichiers dans mon cas de test en natif. Et deux, j'ai plus de contraintes de taille parce que mon fichier peut du coup être pas de limite réellement de taille. Il peut être très très volumineux. Ça va pas alourdir mon cas de test, ce qui n'était pas le cas précédemment parce qu'on stockait le base64 directement dans l'action. Donc ça accélère, ça accélère l'exécution, ça accélère l'administration du cas de test et ça rend beaucoup plus simple la gestion de fichiers pour ceux d'entre vous qui font pas mal de plot download, notamment des fichiers PDF. C'est souvent un cas d'usage qu'on a, tester des contenus de fichiers PDF, chercher des fichiers CSV, ces choses-là qu'on a l'habitude de faire. Au niveau datalib également, on a rajouté une case à cocher, donc ça c'est relativement anecdotique, mais ça reste relativement important. Ici, on a rajouté une petite case à cocher pour permettre d'ignorer la première ligne du fichier. Avant, c'était en dur, la règle était tout le temps la même. Donc là, il y a possibilité ou non de dire je prends en compte la première ligne de mon fichier CSV. C'est un standard sur le marché qui manquait à l'outil. Là, on arrive sur la partie un peu gestion des applications. Alors, on a rajouté un certain nombre de choses dans la gestion des applications. Je vais ouvrir une application au hasard. Donc, sur l'application, comme vous savez, on a un onglet environnement qui liste et qui définit tous les environnements et les chemins d'accès de mes différents environnements sur mon application. Alors, ce qu'on a rajouté, c'est une petite case à cocher qui permet facilement d'activer ou désactiver une application dans l'environnement. Donc ça, l'intérêt, c'est si à un moment je désactive une application, si je désinstalle ou je désactive un environnement uniquement sur une application, je peux le désactiver à cet endroit-là. Et si j'ai des campagnes qui tentent d'exécuter des cas de test sur cette application, ça évitera de faire une erreur, ça va juste ignorer la combinaison sur l'environnement correspondant. Donc ça permet facilement finalement d'activer ou désactiver des tests sans impact ou sans générer des erreurs à outrance. Et la deuxième amélioration qu'on a faite, c'est alors historiquement il y avait 4 variables qu'on pouvait positionner du coup à un niveau environnement. On est venu en rajouter 2 de type secret. Donc de la même manière, on peut ici venir stocker les mots de passe d'accès à ces applications ou différents environnements. Donc c'est une manière de faire. On peut aussi passer par des data libs, mais voilà, on peut ici venir positionner des secrets. Donc de la même manière, ils seront complètement masqués et sécurisés à l'exécution et à l'administration. Donc ça nécessite qu'il faut les sécuriser dans une gestionnaire de
de mots de passe à part, mais ici en les mettant dans Cerberus, ils ne seront pas assez accessibles et modifiables. Donc si je veux modifier, je suis obligé d'avoir le mot de passe original stocké dans un vrai référentiel de mots de passe. Ouais, donc ça c'est la partie application. J'enchaîne sur la suite. Alors au niveau moteur, on a fait quelques petites améliorations dans les messages d'erreur. Alors le premier que j'aborde là, c'est toutes les opérations de drag and drop. On avait des messages qui des fois n'étaient pas très cohérents. Alors notamment quand on fait un drag and drop, on précise une source et une cible. Ce qui se passait dans Cerberus, c'est que le message, si la source et la cible n'existaient pas, c'était toujours la source qui était remontée en erreur, ce qui était une erreur. Donc ça, on a corrigé de manière à ce que, ici je le montre sur un cas d'exécution, hein, c'est ma source qui n'est pas disponible, donc c'est bien l'ID de ma source qui est remonté comme étant en erreur. Et ici, c'est droppable ZZZZ, c'est bien la cible qui n'est pas remontée en erreur. Donc voilà, on remonte le bon message d'erreur qui permet de diagnostiquer le non-fonctionnement d'une drag and drop correctement et ça évite des incompréhensions. La surcharge des timeouts donc qui existait, alors qui existe un peu partout, hein, ça existe à un niveau action, contrôle et step. Donc c'est la surcharge qui est spécifiée ici en termes de timeout. Donc cette surcharge-là, elle a été étendue. Donc historiquement, elle fonctionnait surtout sur des actions d'interaction avec des éléments. On l'a aussi mis sur les événements de lancement de script JavaScript et de chargement de page. Donc jusqu'à présent, ça prenait que le paramètre par défaut de timeout de chargement de page. Donc maintenant, on peut aussi surcharger du coup la durée de chargement des pages et la durée de lancement des scripts. On a rajouté des actions de lock-unlock d'application et de rotation d'écran sur la partie iOS Android. J'aurais difficulté à démontrer parce que on n'a pas branché la partie browser stack actuellement. Et après, alors on a fait aussi des améliorations dans les remontées des messages quand on interagit avec des éléments. Donc il peut arriver, c'est souvent un cas qui nous a été remonté, c'est que quand on interagit avec un élément, on peut des fois matcher plus qu'un élément. Donc on peut avoir l'impression de vouloir pointer sur un bouton et en fait on clique sur un autre bouton sans s'apercevoir que le XPath qui a été défini, bah, potentiellement, il match sur plusieurs éléments. Donc, pour que ça soit plus facile à comprendre pour nos utilisateurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... alors, je vais peut-être plutôt aller sur la dernière exécution, ce sera plus rapide. Donc, on a rajouté dans les messages fournis par Cerberus le nombre d'éléments qui a été matché quand je pointe sur un élément. Donc là, en l'occurrence, j'ai trouvé un seul élément, donc on spécifie bien maintenant, j'ai identifié un seul élément et j'ai du coup cliqué sur cet élément. Ici, on voit dans l'action suivante que le clic sur le lien externe, j'ai trouvé 7 éléments et donc quand c'est cas-là, je clique sur le premier. Donc après, c'est voilà, l'automaticien de se dire est-ce que c'est normal que j'ai 7 éléments sur cet XPath? Est-ce que ça vaut le coup d'affiner mon XPath pour être sûr de ce que je clique ou ça n'a pas grande importance parce que je maîtrise le fait que c'est effectivement le premier sur lequel je veux interagir. Donc, ça permet de diagnostiquer plus facilement et de mieux comprendre ce qui est fait par le moteur. On a aussi pas mal amélioré les remontées de messages sur les actions switch to window, donc l'action qui permet de changer de table ou changer d'écran sur un cas de test. Donc maintenant, l'action, elle va systématiquement remonter à chaque fois le titre et les URL de toutes les onglets ou fenêtres qui sont disponibles dans le contexte. Donc ça permet aussi de mieux construire soit les regex ou les valeurs pour pointer sur la bonne table ou le bon onglet. On a souvent l'impression que c'est une valeur de titre d'écran sans se rendre compte que bien souvent il faut cliquer
sur l'écran correspondant pour que le titre soit réellement le bon. Donc ça permet de diagnostiquer de manière claire quel est l'état du titre et de mon URL de chacune de mes pages pour être sûr que le switch a bien le comportement attendu. Donc avant, c'était fait de manière un peu à l'aveugle et là, du coup, c'est clairement spécifié. Donc, c'est beaucoup plus facile pour trouver la bonne URL ou le bon titre pour pointer sur la bonne fenêtre. On a beaucoup amélioré aussi la fiabilité du scroll to Elements dans un contexte d'application iOS Android. Donc l'action est beaucoup plus intelligente qu'elle l'était par le passé. Donc elle va progressivement scroller jusqu'à ce qu'elle trouve l'élément. Donc même s'il y a des mécanismes de type lazy loading, ça permettra de réellement fiabiliser cette action-là. Et après, on a fait toute une série, donc je vais les passer en revue rapidement, toute une série d'améliorations d'ergonomie. Alors ça, c'est transversalement sur la totalité de l'interface. Toute la partie navigation a été améliorée. Alors notamment, on a rajouté ici un petit onglet qui permet, si je veux rafraîchir la page, directement sans charger complètement la page. Là, j'ai un petit bouton pour faire un rafraîchissement directement. Ce qu'on a fait aussi, c'est quand on sauvegarde la vue, avant, il y avait un petit bug qui faisait qu'on sauvegardait aussi la page sur laquelle la vue était stockée. Donc maintenant, on ne sauvegarde plus la page en cours. Donc on revient systématiquement sur la première page. Et on a ajouté aussi un petit bouton reset. Donc si je suis venu sur une page spécifiquement sauvegarder une configuration avec une liste de colonnes ou des filtres particuliers. Ici, j'ai un petit bouton reset pour annuler la totalité et revenir sur une configuration par défaut de ma liste en question. Voilà, c'est des petites améliorations d'ergonomie qui permettent, qui facilitent un peu l'utilisation de l'outil au global. Toujours sur la partie interface, on a amélioré l'autocomplétion de certains éléments. Alors, si je vais sur cet élément-là, notamment l'action qu'on voyait tout à l'heure, Switch to Window. Donc maintenant, quand je clique sur les propriétés, on va me proposer uniquement les mots-clés qui ont du sens dans un contexte de Switch to Window. Donc ça permet voilà, d'améliorer et on a aussi amélioré l'autocomplétion. Donc quand on demande un booléen, donc on va automatiquement proposer un true et un false. Donc il y a pas mal d'améliorations qui ont été faites sur l'autocomplétion pour de la même manière ici sur la select box. On va n'afficher que les mots-clés qui n'ont du sens dans le cadre d'une action select box. Donc l'idée c'est voilà, d'accompagner un maximum l'utilisateur et de le guider sur ce qui a du sens à renseigner dans le contexte de l'action. Dans les changements d'ergonomie qu'on a fait aussi, c'est quand on fait un changement sur un cas de test. Dans les boutons ici, on a amélioré le comportement d'un bouton, notamment quand j'ai un changement qui est fait. Dans la précédente version, il fallait que je sauvegarde et qu'après je relance mon cas de test. Donc là, on a groupé ça dans un seul bouton. Donc quand j'ai fait un changement sur un cas de test, j'ai la possibilité soit de sauvegarder, donc je sauvegarde mon cas de test et il ne se passe pas grand-chose, si ce n'est je reviens sur l'édition. Mais maintenant, je peux à la fois sauvegarder et lancer. Donc en un seul bouton, ça sauvegarde et ça exécute le cas de test. Parce que c'est bien souvent ce qui est fait par nos utilisateurs. Ils sauvegardent le cas de test et immédiatement derrière, ils relancent le cas de test. Donc là, on peut le faire en un seul clic. Ça fait gagner un petit peu de temps. Dans les améliorations importantes, on a fait un outil d'analyse d'impact. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui nous avait été pas mal demandé par la communauté. La possibilité de retrouver en transverse l'utilisation d'une propriété ou trouver toutes les actions sur lesquelles j'ai introduit ou j'ai surchargé un timeout. Donc tous ces genres d'analyse d'impact que je voulais faire transversalement sur tout mon référentiel de test. Donc maintenant c'est disponible, c'est dans le menu des cas de test, la dernière entrée qui s'appelle Impact Analysis. Donc l'outil est tout simple, hein. Ici j'affiche tous les périmètres possibles correspondants et je vais pouvoir ici renseigner
la chaîne de caractères que je veux chercher. Donc là, dans mon exemple, je cherche tous les cas de test qui utilisent la variable système last service HTTP code. Je valide ma recherche. Et là, ça m'affiche. Alors, ça m'affiche du coup ici à quel niveau l'information a été utilisée. Donc là, on voit que c'est dans des contrôles et après, c'est dans des propriétés. On voit la référence du cas de test correspondante et on voit finalement toutes les informations attachées au cas de test. Et si je vais sur la droite, je vais voir que ici, ben, c'est effectivement cette variable-là, elle est utilisée dans un contrôle verify string equal sur le cas de test correspondant. Et si je veux pouvoir du coup l'éditer, j'ai mon petit bouton qui va me ramener directement sur l'étape correspondante, de manière à ce que je puisse facilement éditer si nécessaire pour corriger mon cas de test ou l'ajuster si nécessaire. Donc voilà, donc ça c'est un outil plutôt efficace qui va faire gagner énormément de temps sur l'administration des cas de test. Ça permet voilà, en un clic de retrouver et faire une recherche transversalement sur tout le patrimoine de tests sans les ouvrir nécessairement un à un. La définition, alors l'onglet définition des propriétés a été aussi beaucoup amélioré. Alors notamment ici, si je vois dans les propriétés, on peut, alors beaucoup sur les actions HTML, on peut maintenant, quand on cible un élément en HTML sur une page, avant c'était limité à la valeur, donc maintenant on peut récupérer toute une série d'informations sur l'élément. Alors pas juste la valeur, mais on peut récupérer le nombre de fois si l'élément existe à plusieurs endroits. Donc ça peut être utile pour tester le nombre de colonnes, le nombre de lignes d'un tableau. On peut récupérer là une valeur d'attribut d'un HTML ou carrément la liste des attributs pour faire des comparaisons et vérifier que la liste, les valeurs précises des listes est exhaustive. Donc ça, c'est à la fois plus puissant et puis en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Donc on va comme d'habitude renseigner le type de propriété que je veux récupérer et ici de manière assez intuitive, je vais dire est-ce que je prends la valeur, est-ce que je prends le nombre. Ici, je vais spécifier est-ce que je prends statiquement toujours la même valeur ou je prends une valeur au hasard si j'ai plusieurs valeurs possibles. Ici, je peux aussi définir si j'ai plusieurs valeurs, est-ce que je prends le premier élément, le deuxième, le troisième, directement dans l'écran. Donc l'écran a été pas mal amélioré. À noter que quand on sélectionne finalement et on change les valeurs, il y a un petit descriptif ici qui explique aussi à l'utilisateur. Là, en l'occurrence, je fais un get on from HTML avec un element count. Cerberus me remonte que ça récupère le nombre d'éléments HTML trouvés sur la page. Donc ça permet aussi de guider l'utilisateur sur qu'est-ce qu'il est en train de générer sur la propriété correspondante. On a fait une nouvelle fonctionnalité d'import des cas de test. Donc, comme vous savez, on peut déjà importer des cas de test venant de Selenium IDE. Donc là, on a rajouté un connecteur sur TestLink. On peut maintenant importer des cas de test venant de TestLink. Donc ça va mapper le fichier XML et automatiquement générer les cas de test correspondants. Donc on peut charger plusieurs fichiers en même temps. On peut charger des référentiels entiers et c'est Cerberus qui créera les cas de test correspondants. Toujours en renseignant, du coup en gardant le lien. Donc automatiquement Cerberus va spécifier l'external provider comme étant TestLink et va récupérer l'ID technique du cas de TestLink pour garder la référence externe. Ça permet de faire des liens et de se raccrocher si nécessaire. La navigation sur toute la partie exécution campagne, on a changé et amélioré un peu la navigation du reporting d'exécution de campagne. Notamment, on a mis des petites cases à cocher, là, des petits boutons pour tuner l'affichage ou pas de statistiques additionnelles. Donc par défaut, on les a mis en off de manière à ce qu'on ait une page finalement qui reste assez condensée. Pour autant, on peut vouloir
afficher des statistiques au niveau campagne un peu plus détaillées. Et donc, il suffit d'activer le bouton correspondant et on voit apparaître ce qui apparaissait systématiquement par défaut dans les écrans correspondants. Donc, l'éclatement du résultat de la campagne par folder de test. Ici, c'est les éclatements par environnement et déclinaison robot, environnement, application, déclinaison robot, et ici l'éclatement par label, avec l'arborescence de label et les résultats plutôt par exigence ou par fonctionnalité. Donc voilà, par défaut, c'est masqué pour éviter d'alourdir le report, mais ça reste facilement affichable sans souci. Côté historique de cas de test, donc sur la page de reporting d'exécution, enfin l'historique de reporting d'exécution, on a affiché en haut un petit KPI qui permet de suivre le niveau global de disponibilité, alors et qualifier disponible une campagne qui est finie en OK. Donc ça permet de suivre globalement le niveau d'activité. Donc il y a deux compteurs. Le premier va faire le calcul de disponibilité sur base du nombre d'exécutions. Donc là, on voit que j'ai eu 30 exécutions de campagne et seulement 2 étaient OK. Les 28 autres étaient KO, donc je me retrouve avec un taux à 7% de disponibilité OK. Et là, c'est le même calcul, mais ça ne se fait pas sur base du nombre, et ça se fait sur base de la durée. Donc on va plutôt calculer la durée entre deux exécutions en considérant qu'une exécution KO génère un KO jusqu'à la prochaine exécution qui, elle, peut être OK. Donc ça donne une vision plus proche de la réalité si on a des exécutions qui ne sont pas tout le temps à fréquence limitée et plutôt dans le cadre d'une CI. Ça permet de mesurer en combien de temps je résous mon KO. Si je le résous rapidement, mon taux sera meilleur en durée. Donc on a rajouté ça. Et ce qu'on a rajouté ici, alors on le voit ici en surlignant en vert, on a possibilité de déclarer des faux négatifs. Donc une campagne, je vais prendre une campagne ici qui a été déclarée en KO, peut maintenant, si à la fin de l'analyse, on s'aperçoit que finalement c'était des faux négatifs et que la campagne globalement elle était OK. On peut ici déclarer la campagne en faux négatif. Si je reviens sur l'écran de reporting, voilà, on voit maintenant que le bouton il est passé en vert. La campagne maintenant elle est considérée comme étant positive et j'ai mon taux de disponibilité qui a grimpé et qui est passé de 7 à 10%. Donc ça permet aussi d'avoir du coup un suivi de KPI plus fiable et de ne pas prendre en compte voilà, des faux négatifs qui peuvent survenir. Donc ce mécanisme-là que je viens de faire là, à niveau campagne, exactement le même mécanisme a été implémenté au niveau exécution unitaire. Donc là, on va prendre, c'est l'exemple d'une exécution avec pareil son taux de disponibilité là, qui est significativement différent entre le nombre et la durée. Et si j'en prends un, de la même manière, sur cette exécution unitaire, dans l'onglet du détail, je peux ici, à la place d'avoir un KO, forcer un faux négatif. Donc là, je suis venu forcer que mon cas de test est devenu finalement, s'il a été OK, c'est juste un faux négatif. Et c'est venu. Donc on garde les deux informations quand même. Ça, on permet de voir quand même que le cas de test à l'origine, il était bien KO, donc il reste rouge dans le cœur, mais il est surligné en vert pour montrer que finalement, c'était un faux négatif. Et là, le taux s'est un petit peu amélioré suite à ce faux négatif. Dans les fonctionnalités suivantes, alors on a essayé d'améliorer l'accès justement à ces écrans d'historique. Donc pour améliorer, parce que souvent dans l'analyse, c'est toujours pertinent de prendre un peu de recul sur une exécution et voir si le chaos qu'on est en train d'analyser, à quelle fréquence il est revenu. Donc dans l'aide à la décision, ici, on est venu directement dans le menu positionner un petit bouton pour avoir l'historique des exécutions sur la durée. Il est vierge. Et de la même chose au niveau de la campagne, on a mis directement disponible
les boutons d'action ici, en haut de la campagne, qui permet directement d'accéder sur l'historique d'exécution. De la même manière, alors je vais reprendre sur ça. Donc de la même manière sur l'entête d'exécution, donc là je suis sur un cas de test et l'entête d'un cas de test, on est venu aussi ajouter la possibilité de directement pouvoir éditer l'application. Donc ça c'est pareil en termes de navigation, l'idée c'est d'éviter de devoir se balader dans les menus et d'avoir une édition relativement fluide. Donc si je suis sur un cas de test, ben, facilement, je peux accéder à mon application correspondante et voir la liste des environnements et des endpoints sur lesquels mon application pointe, sans devoir naviguer dans les environnements. Donc, on essaye de rajouter des boutons contextuels partout où ça a du sens, de manière à faciliter la navigation dans l'outil. On a rajouté un aussi ici au niveau robot, sur l'exécution du cas de test, où on peut éditer directement le robot, évidemment si on a les droits, directement au niveau de l'exécution. Ici on est sur on a alors par défaut, alors c'est un paramètre qu'on a créé de manière à aussi régler le nombre d'exécutions qui s'affichent sur cet écran là. Donc l'idée du paramètre et de pouvoir régler. Alors une campagne qui n'a très peu de tests, on a souvent tendance à vouloir voir quand même l'exhaustivité des exécutions. Donc par exemple cette campagne-là ne contient que 5 ou 6 tests. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à masquer par défaut la totalité des tests OK. Donc le paramètre qu'on a introduit permet de dire si ma campagne a moins de 54 tests, je vais par défaut afficher la totalité des exécutions. Si elle a plus de 54 tests, alors le 50 est réglable évidemment, je vais venir activer par défaut le fait de masquer les cas de tests sur lesquels il n'y a pas de sujet. Donc je vais ouvrir ma campagne dans cet état-là, et là, en l'occurrence, si tout est OK, il n'y a rien à analyser, le report est vide. Donc ça permet, alors cette campagne-là est faible, donc elle affiche par défaut la totalité des exécutions. Si je prends une campagne qui est un peu plus conséquente, voilà, par défaut, là, sur une campagne qui fait 362 exécutions, bah, je ne vais pas afficher les 362, là je vais résumer l'affichage du tableau uniquement aux 4 et 3 cas de tests qui méritent d'être analysés. Donc le paramètre permet d'avoir le meilleur des deux mondes en fait. Finalement, une petite campagne, je vais tout afficher, ça rassure l'utilisateur. Une grosse campagne, je vais n'afficher que les KO parce que ça sert à rien que je pagine pour retrouver tous mes KO. On a rajouté aussi sur la home page une information qui permet de directement montrer à l'utilisateur les cas de tests qui sont en cours d'exécution. Alors pour illustrer ça, ici j'affiche la home page. Je vais en parallèle de l'affichage de la home page lancer une campagne. Et en lançant la campagne, on va voir ici sur la home page qu'il y a un petit layer là qui s'affiche, un petit widget qui s'affiche et qui permet de montrer à l'utilisateur les exécutions qui sont en cours d'exécution. Là, en l'occurrence, il y a 2 exécutions qui sont en train d'être lancées. On voit que sur mon instance de Cerberus, je peux monter à 12, donc j'ai encore 10 slots qui sont available pour aller plus vite dans les exécutions. Pour autant, j'ai 2 exécutions qui sont restées en queue. Ici, j'ai des petits boutons qui me ramènent directement sur l'exécution correspondante. À savoir que du coup, ce widget va se mettre à jour automatiquement. Donc, c'est un système de WebSocket. Hein. Donc là, on voit qu'il y a une exécution qui s'est terminée. Donc, ça va automatiquement rafraîchir. Donc, ça permet, sans toucher la page, juste en la laissant ouverte, on a une vision de où est-ce qu'on en est dans l'exécution de ma campagne et comment ça fonctionne. Ce qu'on a rajouté aussi sur la home page, c'est montrer en visibilité les futures exécutions qui sont en train d'être lancées. Donc, on avait en dessous les dernières campagnes qui ont été soumises dans Cerberus avec leurs résultats. On voit maintenant aussi
les futures campagnes qui sont sur le point d'être soumises. Donc là, en l'occurrence, j'ai deux campagnes. Donc celle-là sera soumise dans 9 heures à peu près, et cette campagne-là sera soumise dans 22 heures. Donc celle-là, elle va se déclencher à 23 heures et celle-là, elle se déclenchera à midi demain. Donc ça permet aussi d'avoir en visibilité dans combien de temps Cerberus va déclencher la prochaine campagne. Il faut évidemment que la campagne soit schedulée. Voilà, j'arrive quasiment à la fin des nouvelles fonctionnalités. Alors, il y a quand même pas mal de choses. La dernière fonctionnalité, c'est de l'intégration à Jira. Donc, alors, dans la prochaine version, alors pas la 4.19, je l'aborderai après. On a pas mal de fonctionnalités qui arrivent sur les intégrations d'outils ticketing. Là, on a travaillé au moins sur un premier niveau d'intégration. Donc, quand un cas de test est lié, ici, on peut lier maintenant un cas de test à une EPIC ou une US Jira. Donc, il suffit ici de venir renseigner l'external provider en Jira Cloud. Ici, venir renseigner l'identifiant de l'US correspondante. Et l'intérêt de ça, c'est que à chaque exécution de ce cas de test, on va rajouter ici un petit lien dynamique qui va permettre de ramener directement et de faire un lien et d'arriver directement dans l'US correspondante dans Jira. Donc ça permet facilement de lier les deux outils, et si vous avez des informations de spécification complémentaires qui viennent d'un outil type Jira, donc les deux objets peuvent être liés facilement. Et là, ce qu'on est en train de tester, alors je ferai une démo plus détaillée dans la prochaine version, c'est toute la partie intégration avec des outils tiers. Donc dans cette version-là, on a déjà un premier niveau d'intégration avec des connecteurs Jira et GitHub. Donc l'objectif étant de faire de la création automatique de KO directement dans des outils de ticketing. Et donc pour faire ça, ça va se situer au niveau de l'application. Dans l'application, on a un onglet Bug Tracker qui permet de définir les URL de mes bug trackers. Donc dans cette version 19, on a introduit la notion d'un connecteur en bug tracker. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir faire des liens entre Cerberus et là, en l'occurrence, Jira et GitHub, mais directement de serveur à serveur, sans passer par le navigateur de l'utilisateur. Ces URL-là en dessous sont plutôt utilisés dans l'interface Cerberus pour mettre des liens et pour pouvoir facilement passer d'un outil à un autre, côté utilisateur. Le connecteur ici, sur Jira, permettra finalement de lier mon application à un code projet dans Jira et de définir le type de ticket que je veux générer et directement dans l'interface Cerberus, ou alors je fais confiance à mon automatisation et c'est Cerberus en totale autonomie qui va à chaque exécution, à la fin des retries, générer un bug côté Jira avec du coup un descriptif complet du bug correspondant. Donc on aura les liens qui pointent sur les traces d'analyse et tout ce qui va bien pour que le bug arrivé dans Jira ou dans GitHub soit suffisamment riche pour être qualifié directement. Donc dans la version 20, on a rajouté les connecteurs Azure et les connecteurs GitLab. Et du coup, dans le prochain changelog, je ferai une démo un peu complète du sujet sur un peu l'ensemble des connecteurs pour montrer un peu comment ça fonctionne. Donc il y a deux cas d'usage principaux, je l'ai mentionné, soit ça crée en full automatique à la fin d'une exécution de campagne, soit ça peut aussi dans l'interface graphique, en un clic, plutôt que d'aller renseigner d'un côté et de switcher d'un outil à un autre, je reste dans Cerberus, je clique sur un bouton et ça va automatiquement faire un appel de service sur mon bug tracker, pousser toutes les informations qui vont bien en créant un ticket propre et lier le ticket fraîchement créé directement dans Cerberus. Donc ça automatise toute la phase de création et de lien entre les différents outils. On en a fini pour les nouvelles fonctionnalités. Donc voilà, comme vous voyez, il y en a eu quand même pas mal. Il y en a aussi pas mal qui arrivent en 4.20 là, bientôt.
Si on regarde un petit peu les bugs fixes, on a corrigé. Alors, il y avait eu une erreur dans certains cas d'appel de service qui générait des exceptions qui étaient mal trappées, donc ça a été corrigé. On avait des petits bugs, notamment sur la création de datalib. Si c'était des datalib de type fichier, quand on uploadait un fichier à la création, ça se passait pas bien. Donc tout ça, ça a été corrigé. On avait des petits bugs aussi qui empêchaient la suppression d'un environnement si soit le pays ou l'environnement était à vide. Donc tout ça, ça a été aussi corrigé. Et oui, on avait aussi un bug qui empêchait l'ajout d'un environnement sur une application existante qui a été corrigé. Donc les points d'attention du coup dans la montée de version de cette 4.19, on a déprécié, alors on a complètement enlevé l'usage des appels SOP directement dans la partie datalib. Donc on ne peut pas lier directement maintenant une datalib à un appel SOP. Par contre, la fonctionnalité elle reste accessible dans la mesure où on peut comme aujourd'hui, lier une datalib à un appel de service et le service, lui, peut être lié à un SOP. Donc, ce qu'on a enlevé et déprécié, c'est l'usage direct d'un SOP dans une datalib. Donc, on essaye de séparer la définition de la donnée de l'appel de service. Je l'ai abordé, le nouveau système de variables au niveau des dates déprécie du coup un certain nombre de mots-clés voilà, qu'il faut avoir en tête. Donc ça, l'outil d'impact analysis peut aider à avancer, à identifier les cas de test et les corriger rapidement. On a déprécié l'écran de test d'administration des test folders. Donc c'est plus dans un souci de limiter de rendre l'interface moins lourde. La création d'un folder, elle se fait dynamiquement, donc il n'y avait plus grand intérêt à garder cet écran-là. Donc on se questionne si on reste comme ça ou on réintroduit. Bon, pour l'instant, on l'a mis comme ça. L'écran reste accessible en lien direct, hein, c'est juste l'entrée de menu qui a été pour l'instant supprimée. Les écrans aussi de SQL Library ont été supprimés, ils ne sont plus utilisés. Hein, c'est datalib qu'il faut utiliser sur la gestion des SQL et l'accès aux données directement aux données. On l'a également supprimé, il était plus utilisé, il était plus opérationnel. Donc je doute que vous utilisiez aucun d'entre vous. Et côté Kafka, on a monté de version les librairies Kafka, on est passé sur les dernières versions en 3.7. Donc faut bien valider ou monter de version. J'en ai fini sur la 4.19. J'ai juste, du coup, dans la minute qui reste, donné un peu de visibilité sur la suite. Donc, actuellement, on est pas mal en train de qualifier et de finir de tester. Alors, le gros sujet qui nous occupe et qui sera dans la 4.20. Alors, on se pose la question, ce sera une 4.20 ou une version 5. C'est la montée de version en Selenium 4 et Appium 2. La prochaine version de Cerberus, elle sera compatible Selenium 4 et 3. On va introduire une rétrocompatibilité entre les deux moteurs. Par contre, Appium ne sera plus supporté qu'en version 2. Donc pour ceux d'entre vous qui utilisent des fournisseurs cloud, ça ne pose pas de problème en soi parce que les fournisseurs cloud switchent sur le bon framework automatiquement. Pour ceux d'entre vous qui ont une infra dédiée à Appium, il ne faudra pas oublier de monter de version au moment de la montée de version côté Cerberus. On va travailler aussi sur la partie versionning de cas de test. Aujourd'hui, on garde juste un numéro de version qu'on incrémente. Là, on est en train de réfléchir à garder un historique de tous les cas de test à chaque modification et de permettre d'afficher les écarts entre cas de test et pouvoir faire des rollbacks sur des versions particulières. Et après, on a toute une série d'améliorations. L'outil de simulation est encore amélioré dans la 4.2. On a une feature qui arrive qui va permettre de mettre en pause l'exécution complète de campagne. On va pouvoir identifier plus facilement à niveau campagne les tests qui sont de type flaky, qui ont tendance à clignoter. Je l'ai mentionné, l'intégration avec des connecteurs Azure et GitLab sur toute la partie ticketing. On va pouvoir aussi positionner des cas de test en mute. Donc, mute va permettre de désactiver les notifications en cas d'erreur sur des cas de test spécifiques et de l'afficher de manière beaucoup plus explicite. Et puis, des outils d'analyse de campagne qui sont aussi prévus dans la roadmap. Voilà, pour donner un peu de visibilité sur les sujets qu'on est en train de travailler sur l'outil.
Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc ça, c'est nos slides d'intégration du coup qui vont un peu s'enrichir avec une intégration plus poussée sur la partie ticketing. Un petit sas pour ceux d'entre vous qui n'ont pas forcément une infra ou la capacité d'installer l'outil en local. Il y a un mode SaaS qui est disponible, mais l'outil reste complètement gratuit. Et voilà, et on a fait le tour des fonctionnalités de cette 4.19. Donc, merci beaucoup à tous pour votre écoute. J'espère que le format était clair et lisible. Sinon, n'hésitez pas à nous faire des retours ou demander des informations complémentaires s'il y a des fonctionnalités qui nécessitent de rentrer un peu plus dans le détail de votre contexte d'utilisation. Voilà, merci à tous et bonne journée. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. À plus.